Salutations et bienvenue à tous sur ce Donc voilà quoi numéro 8. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Homme de l'Ouest qui me pose une question autour du Perun X16 slovène et qui me demande pourquoi cette arme est retombée dans l'anonymat aussi rapidement qu'elle était, on va dire qu'elle avait fait les buzz sur les réseaux. Voilà, alors, la question est intéressante. On va pas se mentir, moi, celle-là d'arme, j'étais passé complètement à côté. Je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, donc chez Yann Schroeder et de ça. Quand je suis rentré dans le métier, j'étais très hypé par toute forme de nouveauté et très vite j'ai compris en fin de compte que le bal des nouveautés n'instaurait généralement pas grand chose sur le long terme et donc j'ai arrêté de focaliser et de perdre mon énergie sur ces trucs-là en essayant de regarder ce qui s'installait sur le long terme et en me focalisant tout simplement sur des questionnements plus techniques et une analyse différente des choses. Première parenthèse au bout de 51 secondes pour dire qu'effectivement, il y a longtemps que j'ai fait le choix de ne plus suivre les nouveautés au jour le jour, mais je ne me complais pas là-dedans, c'est-à-dire c'est un choix par manque de temps pour tout traiter. J'ai choisi de focaliser mon attention et mon temps sur d'autres priorités, mais bien évidemment, ça, on va dire, c'est dans l'absolu, c'est bien de regarder ce qui sort en nouveauté. Le problème, c'est que je l'ai fait pendant longtemps et j'ai constaté pendant longtemps que, en fin de compte, on perdait plus de temps qu'autre chose. Donc c'est un peu un piège, hein, les nouveautés incessantes, sachant qu'il ne faut jamais oublier que le principal marché mondial, c'est le marché civil américain. Donc si vous voulez faire du fric, quand vous sortez une arme, il faut séduire le marché civil américain. Et là, effectivement, cette arme-là, sur le papier, ouais, elle a de quoi séduire sur le marché civil américain. Elle s'inscrit dans une continuité de la R15 tout en corrigeant les défauts. Voilà, se présente comme étant modulaire, compatible avec l'ancien standard qui est le standard de la R15. Voilà, donc, et plus fiable évidemment que la R15, vu que c'est quand même le talon d'Achille de la R15, c'est que c'est pas une plateforme d'une grande fiabilité. Et mais en fin de compte, est-ce que cette arme propose grand chose de nouveau par rapport à ce qu'a présenté un G36, un ACR, un SCAR, un 416, etc. En fait, je ne crois pas. Le système d'empreinte gaz qui a été employé dessus, globalement, c'est celui du Tavor. Donc, c'est-à-dire, en fin de compte, le problème de la R15 étant lié au fait que les gaz rentrent à l'intérieur de l'ensemble mobile, ils ont dit on garde le tube adducteur et on fait un piston très très court pour éviter d'alourdir. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est une légende urbaine, hein, cette histoire de poids. Petite précision en post-production pour dire que c'est un piston très très court qui est attelé au transporteur de culasse. Voilà, donc on va faire un piston plus court et on va garder une portion de tube adducteur. Pour moi, c'est pourquoi pas, mais on va dire c'est pas spécialement plus séduisant qu'un piston à impulsion courte, bien au contraire. Donc voilà, et après au niveau de l'ergonomie, de démontage, on retrouve des choses qui font penser au Scar, la manière dont la crosse se démonte. J'ai regardé un petit peu, comme je disais, j'ai découvert l'arme avec la question, hein, très clairement. Donc voilà. Donc j'ai pas l'impression que l'arme, elle ait proposé quelque chose de si, on va dire, qui sortait tellement de l'air du temps et qui faisait qu'elle se démarquait d'autres choses, et notamment pour une utilisation auprès des militaires. D'ailleurs, je suis pas convaincu que l'arme ait ciblé les militaires. Peut-être qu'elle a ciblé les militaires en Slovénie, pour la simple et bonne raison que quand on va lancer une arme dans un pays un peu, on va dire, qui a, alors la Slovénie, il y a, c'est Arex de mémoire, qui est déjà implanté là-bas. Il y a un tissu industriel qui est favorable à la création d'armements petit calibre. On doit toujours avoir l'espoir de l'arme sera achetée par les services de l'État et ça permettra de pérenniser l'investissement. Mais je sais pas si c'est ça le but ou si le but c'était pas plutôt d'aller séduire le marché civil. Voilà, alors j'ai pas de raison de penser que l'arme est de mauvaise qualité. Voilà, comme je disais, je la découvre là, j'ai pas de retour d'expérience là-dessus. Je crois les Slovènes parfaitement capables de fabriquer des armes de qualité, il n'y a aucun souci là-dessus. Les solutions techniques qui sont présentées là-dedans me choquent pas plus que ça. Ce qui m'a pas plu de but en blanc, c'est la réutilisation de la goupille de rétention du percuteur pour le démontage du percuteur, parce que ça fait partie du démontage sommaire, quoi qu'en disent certains. Et voilà, il y a des... Voilà, bon, c'est pas... la réutilisation de la tête de culasse de la R15 pour moi n'est pas un progrès, c'est pas, on va dire, c'est pas un argument marketing, hein, je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, c'est une tête de culasse qui est relativement mal conçue, mais je comprends que ça soit un argument marketing pour certains. Petit ajout pour préciser, j'ai dit c'est pas un argument marketing, j'aurais dû dire c'est pas un argument marketing pour moi. Et c'est pour ça qu'après je dis mais je comprends que c'est un argument marketing pour certains. C'est la question d'interchangeabilité des pièces avec ce qui se trouve déjà sur le marché. Et pour les civils, c'est pas anodin et je le comprends très bien. Mais pour un militaire, c'est utiliser une solution qu'on connaît comme ayant déjà des problèmes.
Je pense que le problème pour cette arme-là, c'est de se lancer sur un marché qui est hyper concurrentiel, hein, très clairement. Et en plus de ça, par rapport à des armées, se lancer dans le marché du fusil d'assaut en se disant je vais concurrencer SIG, la FN, Beretta, HK, je pense que l'étude de marché elle est ratée. Donc à mon avis, si c'était ça l'idée, c'était un petit peu David contre Goliath, mais sans la fronde. Voilà, parce que bon, dans David contre Goliath, ce qui sauve David, c'est la fronde, hein. Voilà, donc pour moi, c'était un petit peu, on va dire, un pari perdu d'avance. Après, si c'est la question du marché américain, est-ce que l'approche est la bonne? Parce que est-ce qu'il ne faut pas plutôt d'abord s'implanter aux États-Unis avant d'apporter une nouvelle solution? Parce qu'il faut que ça soit fabriqué là-bas. Alors effectivement, je voyais hein, le fait que l'arme n'est pas américaine. Alors, ça va jouer sur une partie du public américain, très clairement. J'en reviens toujours au bouquin parce que je l'ai j'ai fini de lire il n'y a pas longtemps, de Misfire, il parle très clairement du problème du not invented here, hein, c'est les mots qu'ils emploient eux, sur un livre sur les problèmes du M16 au Vietnam. Ils en parlent, il y a un problème de mentalité et que on va dire par excès de patriotisme, ils ont tendance à favoriser, en dépit du bon sens, des solutions qui sont nationales plutôt que des solutions étrangères. Alors un petit ajout extrêmement court pour dire, par rapport à la question du Not Invented Here et la question du patriotisme américain, qui est absolument indéniable et qui est dans l'absolu, mais ça c'est une considération politique donc on s'en fout un peu, certainement pas une mauvaise chose, ça devient une mauvaise chose quand ça consiste à poursuivre des voies qui sont sans issue. Mais ça c'est un autre problème, hein, et c'est pas le sujet. Oui bien sûr il y a un phénomène de patriotisme américain, mais ce que je voulais souligner ici, c'est qu'il y a quand même une appétence pour la nouveauté et il n'y a pas, on va dire, de fermeture complète avec ce qui se fait à l'étranger. Mais c'est vrai qu'après, derrière, les Américains vont toujours, on va dire, apporter un avantage d'opinion sur ce qui a été fait chez eux, et parfois de façon malhonnête. Soyons clairs. Est-ce que c'est les seuls à être malhonnêtes dans ce sens-là? Je ne pense pas. Je pense que nous le sommes tous un peu. Le discours pro-français sur les armes françaises à base de tout il est beau, tout il est magnifique, tout il est génial, je l'ai entendu plein de fois. Il y a des choses à critiquer sur les armes françaises, n'en doutons pas. Ne tombons pas dans le même écueil que eux. Voilà. Je suis pas convaincu, il y a d'autres armes qui vont percer, et je pense qu'il y a toujours un public là-dessus, de gens qui sont, on va dire, à la recherche de nouveautés, et finalement c'est la question qu'il faut regarder, c'est est-ce que ça a un tout petit peu percé sur le marché américain, et est-ce que, dans la manière que ça a eu ou pas de percer le marché américain, est-ce qu'ils ont vendu des quantités qu'ils avaient estimées? Parce qu'en fin de compte, la question qu'il faut se poser, c'était quel était le modèle économique visé derrière? Est-ce qu'ils voulaient vendre 100 000 fusils à une armée? J'y crois pas trop, hein. Voilà, même si c'est pour l'armée slovène, j'y crois pas trop. Ou est-ce que le but de l'opération, c'était d'avoir quelque chose qui était rentable avec, d'une part, de l'achat sur étagère de pièces qui étaient fabriquées par d'autres fabricants et la fabrication de leur côté de certains éléments en CNC, notamment avec l'utilisation de l'aluminium et des choses comme ça. C'est vraiment ça, c'est la question du modèle économique de la marque. Voilà. Mais voilà, pour en finir là-dessus, la vidéo sera particulièrement courte. Je pense pas qu'il y ait de questions de marketing, de performance. Je pense que c'est une question de business model. Et s'il y avait vraiment une prétention de renverser la table, je pense que là, il y a une erreur d'analyse du marché. Le marché se jouera très difficilement là-dessus. Une fois de plus encore, c'est un avis, ce n'est pas une vérité immanente. Je peux me tromper, ça se trouve, demain, un mec va sortir une arme sur le marché civil qui va totalement bouleverser le paysage de l'armement, y compris de l'armement militaire. Bon, ça fait 20 ans que j'ai rien vu de tel. Voilà, donc globalement, je n'y crois pas. Petite précision en post-production pour dire que oui, bien sûr, il y a des interférences entre le monde civil, donc, et notamment le marché civil américain, et le marché militaire. Mais ce sont des interférences que je qualifierais à la marge, c'est-à-dire ça va se faire sur de l'accessoire, ça va se faire sur quelques évolutions ergonomiques et des choses de ce genre-là. Je n'ai pas vu pour l'instant, on va dire, de petits fabricants civils arriver avec une arme qui a renversé la table et qui a tout changé. Les gens qui ont amené des armes qui ont été adoptées par les armées et largement utilisées sont quand même les gros fabricants historiques. C'est ça que je veux dire ici. Et bien évidemment, il y a une interférence du marché civil américain dans le monde de l'armement petit calibre militaire.
Alors, je m'excuse pour les gens qui vont être agacés par les enchaînements d'ajouts en post-production. Mais ça va être une manière de travailler, tout simplement parce que j'ai l'habitude de travailler à l'écrit et d'énormément me relire, ce qui permet de ciseler le propos, ce qui n'est pas faisable avec le choix vidéo que j'ai fait ici, c'est-à-dire d'enregistrer sans script et donc de façon très spontanée. Mais par contre, quand du coup je fais le montage, je me réécoute, bien évidemment, et je suis obligé d'ajouter des choses pour préciser mon propos. Et là, en écoutant l'ajout que je viens de faire, je pense immédiatement à une arme d'origine civile qui a profondément marqué le paysage militaire, c'est la R15. Mais la R15, il y a quelque chose d'absolument particulier, c'est que Armalite, déjà c'est une boîte qui est détenue à la base par Fairchild Industries, qui est un acteur du secteur de la défense, et qui a vocation dans son business model à l'époque à concevoir des armes pour vendre les licences derrière. C'est ce qu'ils vont faire en vendant la licence à Colt. Donc, on est dans un espace du temps qui est quand même très différent, on est sur un business particulier, on est sur un épiphénomène. Mais je parle bien, on va dire, depuis que je suis rentré dans ma carrière, c'est-à-dire moi j'ai commencé cette carrière dans l'armement en 2003-2004 chez Gilles Sigro et en 2005 au ministère de l'Intérieur. Donc voilà, c'était bien pour préciser le modèle. Et une fois de plus, c'est pas parce que ce n'est pas arrivé sur ces 20 dernières années que ça n'arrivera pas, parce que j'ai pas de boule de cristal. Donc c'est voilà un petit peu ce que je pouvais en dire. J'espère que ça répond à la question. Voilà, et puis bah donc voilà quoi. À bientôt.